Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débriefing. Alors, les 2 derniers jours ont été des jours qui sont probablement à marquer d'une croix blanche, notamment hier avec le discours de Trump à l'ONU, un discours où il a remis en cause une partie du narratif du réchauffement climatique. Le réalisme s'est invité à l'ONU et bien sûr, ça a entraîné toute une série de critiques. Alors, c'est important de parler de cette notion de réalisme parce que l'objet de notre interview aujourd'hui, l'objet de ce débriefing, c'est justement de parler de ce réalisme et des traités qui sont évoqués au Parlement sur l'armée, sur les militaires, sur cette armée européenne dont on parle, sur l'intervention de la France en Ukraine, et de faire la différence entre la réalité du terrain, le réalisme pur et dur de ce que c'est qu'être un militaire par rapport à ce que c'est que d'être dans les ministères. Et pour ce faire, j'ai invité le docteur en droit Olivier Fraud. Olivier Fraud qui écrit dans François des tribunes à partir de ses analyses, par exemple, sur les contrats vaccinaux ou sur son expérience, a aussi un passé de militaire. Il a fait 25 ans de carrière dans l'armée, c'est un Saint-Cyrien. Et je pensais que c'était important qu'il puisse nous présenter ce que c'est que la réalité de la guerre avant d'en tirer les conséquences, d'utiliser son doctorat en droit, sa nouvelle vie, on va dire, cette deuxième vie professionnelle, pour évoquer ce que cette armée européenne, ce serpent qu'on nous vend depuis très longtemps. Alors, bonjour Olivier Fraud et merci de nous donner de votre temps aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment le bon moment pour parler de réalisme. Et peut-être pour commencer, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que c'était que la réalité de la guerre pour vous, en fait, ce que vous avez vécu. Alors, bonjour Monsieur Azalbert, merci de m'inviter. Alors, la réalité de la guerre, moi je ne peux pas dire que j'ai vraiment fait la guerre comme nos grands anciens de la Deuxième Guerre mondiale ou autres. J'ai mon expérience, plusieurs missions en Afrique et plusieurs missions en ex-Yougoslavie. Hein. J'ai fait 3 missions de 6 mois entre 1995 et 1999 en ex-Yougoslavie. Bon, je ne suis jamais monté à l'assaut. Je ne suis jamais monté à l'assaut, mais j'ai connu des situations de guerre, pas à la télévision, quoi, dans la réalité. Donc voilà ce que je peux dire. Alors, mes missions en ex-Yougoslavie, c'était dans un cadre multinational, alors que mes missions en Afrique, c'était dans un cadre franco-français. Donc multinational, c'était l'OTAN à chaque fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, multinational? Sur le plan de l'expérience humaine, c'est remarquable, c'est exceptionnel. Le fait de travailler au jour le jour avec des gens de diverses nationalités, c'est très enrichissant, c'est très agréable. Maintenant, sur le plan de l'utilité militaire, je suis assez circonspect parce que les états-majors de l'OTAN, ce sont des états-majors pléthoriques où il y a énormément d'officiers. Là où dans un état-major français, on mettrait un adjudant-chef, dans un état-major de l'OTAN, on va mettre 3 capitaines ou 3 commandants. Bon, c'est pas forcément très, très efficace. La direction est toujours américaine. Hein, les chefs, c'est les Américains, c'est clair. Quand le chef n'est pas un Américain, c'est l'adjoint qu'il est, et dans la réalité, c'est l'adjoint qui est le vrai chef. Enfin, c'est toujours comme ça. Alors, moi, ce que j'ai constaté dans mon expérience multinationale en ex-Yougoslavie, c'est une expérience personnelle, hein, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est ce que j'ai vécu. Mais c'est ce qui est important, Olivier Fraud, c'est ce qui est important, c'est que vous partagiez ce que vous avez vécu, parce que je pense que la plupart des gens se font une idée, on va dire, et donc non pas le réalisme et la réalité de ce que vous avez vécu est important. Alors, ce que j'ai vécu, moi, c'est que dans 2 cas, il y a une seule réalité qui s'impose, c'est la réalité nationale. Ces 2 cas, c'est quand il faut payer, quand il s'agit d'argent, que là, il faut payer, c'est une réalité nationale. Ça veut dire que certains vont essayer de faire payer par le pot commun des responsabilités nationales, ou d'autres, quand il s'agit de payer, vont dire non, c'est pas moi, c'est pas à moi de le faire, c'est pas à moi de payer, et donc ils vont essayer de sauvegarder le budget de leur état d'origine. Et quand le sang risque de couler, là c'est réalité nationale aussi. Alors justement, mon expérience personnelle, c'est le 23 mars 1999, c'était l'affaire du Kosovo, le début du Kosovo. Le 23 mars 1999, c'était l'ultimatum de l'OTAN
qui se terminait à minuit et qui donnait le signal d'ouverture de bombardement de la Serbie par les forces aériennes de l'OTAN. Et ce jour-là, moi, j'étais dans un état-major de l'OTAN qui était en Macédoine, à la frontière du Kosovo. Alors, c'était un état-major qui était sous lead nation, comme il dit, c'est-à-dire nation principale, qui était l'OTAN, qui était la France, pardon. Donc, la France lead nation, et nous avions toutes les nationalités de l'OTAN dans cet état-major, sauf les Américains. Les Américains, ils étaient tous à Naples, en Italie, mais sur le terrain, il n'y avait que des Européens, quoi. Il y avait même... Et là, vous étiez vraiment à la ligne de feu, quoi. Vous étiez. On était juste de l'autre côté, et en face de nous, à 5 km, il y avait la frontière. Il y avait en fait un grand glacis, et puis la frontière. Et à cette frontière, dans les bois qui étaient au bout du glacis, il y avait une batterie de canons de 122 mm portés à peu près 15 km. C'est des canons de fabrication soviétique. Et puis, quelques jours avant la fin de l'ultimatum, sont arrivées une batterie de canons de 152, qui sont des plus gros calibres avec une portée un peu plus lointaine, et une batterie de lance-roquettes multiples, qui eux ont une portée qui peut aller jusqu'à 40 km. Donc tout ça, c'était juste en face de nous. En plus, il y avait des unités blindées et autres, et dans l'analyse des risques qui avait été faite, il y avait le risque qu'on se prenne un tir de contre-batterie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait des bombes qui tombaient de l'autre côté, et ben que par mesure de représailles, on subisse un tir d'artillerie sur notre position. Et l'autre possibilité, c'était aussi celui d'un raid blindé pour une prise d'otage, c'est-à-dire avoir une unité blindée qui arrive sur notre état-major et prenne... Vous étiez à portée de main et à portée de tir, quoi. Voilà, exactement. Alors, nous étions sur ce petit état-major, nous étions à peu près 300 personnes. En termes de protection, moi j'avais mon pistolet avec 9 cartouches, bon, ça c'est un peu léger. Et nous étions protégés par 2 blindés britanniques. Bon, c'est tout. Donc ça, c'était la prévision pour le 23 mars. Et le 22 mars, la veille, eh bien, les contingents qui armaient le PC sont partis les uns après les autres, dans des conditions différentes chacun. Alors, par exemple, le midi, en début d'après-midi, j'arrive pour aller voir le chef d'état-major. Le chef d'état-major était un Italien, un colonel italien. Je vais voir le chef d'état-major et il n'était pas là. Et il y avait le sous-chef d'état-major qui était un colonel français. Et je lui dis où est-ce qu'il est, le chef? Et il me dit ah bah il est parti. Mais comment ça, il est parti? Ah bah on ne sait pas, mais il est parti. Et tous les Italiens sont partis, on ne sait pas où ils sont. Et tous les Italiens étaient partis entre midi et 2. Sans dire au revoir. Ils sont partis comme ça. Ils sont partis comme ça, sans dire au revoir, sans rien. Et puis, moi, j'avais un officier anglais dans mon équipe. Et quand je reviens dans le local de mon équipe, je ne vois pas mon anglais. Alors, je demande, j'avais un Hollandais et un Allemand. Je leur demande, il est où, John? Ah bon, on ne sait pas où il est. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Et en fait, les Anglais s'étaient barrés aussi, sans dire au revoir, sans rien. Alors, les 2 blindés qui nous protégeaient, ils étaient partis. Donc là, il n'y avait plus rien, donc on était comme ça, quoi. Donc il restait les Allemands et vous, quoi, quelque part. Hein. Alors il restait les Allemands, alors les Turcs, on ne les voyait plus non plus. Il restait les Allemands, les Hollandais et nous. Et mon adjoint était un commandant allemand. Et mon adjoint me dit, bon, mon colonel, on doit partir, on a reçu l'ordre de notre commandement national de nous retirer. On doit se retirer à 40 km de la position parce que ça pourrait être dangereux à partir de demain soir. Donc, on s'en va demain matin. Et à partir de maintenant, on a ordre d'aller dans les caves du bâtiment et de ne plus en sortir. Donc, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir continuer. Donc, je vous invite ce soir à boire un pot dans la cave. Alors, le soir, on s'est retrouvé dans la cave du bâtiment. Alors, le bâtiment, c'était une ancienne caserne de l'armée yougoslave qui avait été occupée par l'ONU dans les années précédentes et que l'on avait rénové avec des contrats passés avec des entreprises locales. Donc, le soir, on s'est retrouvé dans cette cave. J'étais assis entre deux grands Allemands. On avait chacun une grosse bouteille de bière à la main et une ampoule qui éclairait
qui éclairait de façon blafarde l'ensemble de la scène. C'était assez sinistre. On aurait pu voir ça dans un film. Et personne parlait, c'était vraiment sinistre. Et puis le lendemain matin, les Allemands sont partis, eux, ils ont dit au revoir. Et mon adjoint, quand il m'a serré la main, j'ai eu l'impression qu'il serrait la main d'un homme mort. Et donc ça, c'est une illustration très poignante en fait d'une scène réelle de ce qui se passe à la guerre. Et donc là, en fait, en préventif, on a demandé, en fait, les états-majors de chacun des pays ont demandé à leurs hommes de se retirer. De se retirer parce qu'il y avait un danger, exactement. Et alors les Hollandais, eux, sont partis le lendemain. Les Hollandais sont partis le lendemain parce que les Hollandais, il faut dire qu'ils avaient des choses à se faire pardonner. Depuis le début de la guerre de Yougoslavie, il y avait eu l'affaire de Srebrenica où les Hollandais n'avaient pas brillé par leur courage et les Hollandais se sentaient vraiment très très coupables. Donc eux sont partis le lendemain. Ils sont partis le 24. Alors le 23 au soir, au moment de l'ultimatum, j'ai eu l'occasion de traverser la ville. Notre caserne était en bordure de la ville en question et j'ai eu l'occasion de traverser la ville et ça a été une ambiance assez désagréable. J'ai eu l'impression de me retrouver dans une scène du film La chute du Faucon Noir. C'était un peu ce genre d'ambiance, vraiment très très désagréable. Bon, on a réussi à passer en menaçant la foule de nos armes. J'étais dans une Jeep, nous étions 3 dans cette Jeep. Bon, on a réussi à passer et ça s'est bien passé. Donc après coup, ça s'est bien passé, donc tout va bien, quoi. Mais sur le moment, on sait pas comment les choses vont évoluer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là, le lendemain, quand les bombardements ont commencé? Dans mon équipe, j'avais 2 interprètes qui étaient des gens que nous avions recrutés localement. Donc, on avait un homme et une femme qui étaient des gens d'un bon niveau. La femme, elle était juge dans le civil avant la guerre. Et ces gens-là, c'était des Macédoniens, mais des Macédoniens orthodoxes. Alors, en Macédoine, c'est un peu le même genre de population que celle qu'il y a dans la Serbie, Kosovo, c'est-à-dire qu'il y a des Albanais et il y a des orthodoxes. Et là, ces 2 personnes-là, c'était des orthodoxes. Et ils étaient complètement désemparés et me disaient, mais comment vous vous rendez compte? Qu'est-ce que vous faites, vous, les Français? Vous vous associez à ça, vous allez nous bombarder, alors que on a toujours été vos amis, quoi. Et là, j'ai eu quand même un cas de conscience. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là, quoi? Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Je croyais être un soldat français. Pour moi, j'étais là pour défendre la France. Et là, j'ai constaté qu'on était dans une situation avec pas de mandat de l'ONU, un bombardement de population civile, en toute illégalité. Donc là, si les Serbes répliquent, on sera mort pour quoi? Donc là, vraiment, je me suis posé des questions et j'ai eu l'impression d'avoir été trompé pendant toute ma carrière, quoi. Donc à un moment, la réalité donc la réalité du terrain, en fait, puisque vous étiez avec ces interprètes qui n'étaient quelque part pas dans le même camp, mais étaient là pour vous aider et vous discutez avec eux et vous prenez conscience que l'humain est peut-être plus important, on va dire, que les ordres. Bah oui, et là en fait les ordres, en plus les ordres, bon, moi dans ma fonction, j'étais pas dans une fonction guerrière, hein, donc j'allais pas tirer sur des gens, hein, mais je faisais partie d'un ensemble, et pour moi cet ensemble était, je dirais, criminel, hein, n'ayant pas peur des mots, hein. C'était pas normal. Donc là vraiment, j'ai ressenti des choses que nos anciens ont pu ressentir dans d'autres circonstances, qui sont vraiment des positions très, très inconfortables, très désagréables, quoi. Alors que bon, quand on rentre à Saint-Cyr, on est plein d'illusions, on est là pour défendre la France, servir avec un grand S, etc. Et là, on se retrouve dans des situations de basse politique qui sont pas nettes du tout, quoi. Alors, quand on vous écoute, en fait, on a l'impression qu'il y a un côté idéaliste où les mots ont un certain poids, et puis en fait, le côté réalisme où les mots, où l'expérience du terrain prennent le pas sur les mots et viennent, on va dire, se confronter les uns aux autres.
Et c'est très touchant, on va dire, de vous entendre parler de cette situation parce que on ne voit pas souvent ça sur les plateaux de télévision. J'imagine que quand vous regardez la manière dont aujourd'hui on parle du conflit russo-ukrainien ou de la ligne de front, on oublie parfois justement ces interactions qu'il peut y avoir entre ces hommes qui vont se battre, qui vont devoir tirer, ou ces hommes qui prennent les décisions. Alors quand vous entendez ça, comment ça vous fait réagir? Ah, moi, ça m'exaspère au plus haut point. C'est de la guerre en fauteuil. Et quand ce sont des anciens officiers qui le font, bon, en plus, certains, je les ai connus personnellement. Bon, j'ai mon opinion sur eux, mais je trouve ça vraiment, vraiment déplacé, quoi. Oui, et sûrement on se rend plus compte du prix du sang. Mais maintenant, 20 ans après, donc on est en 2025, le conflit russo-ukrainien ne s'est toujours pas terminé malgré les efforts de paix de Donald Trump qui sont fortement critiqués, malgré les efforts de paix de la coalition des volontaires en Europe. On envoie toujours des armes. Alors, ce que j'aimerais, c'est quand même que vous nous donniez, avec votre nouvelle expertise de docteur en droit, enfin, elle n'est pas nouvelle puisque ça fait un moment que vous avez quitté l'armée, et j'aimerais que vous nous donniez votre analyse de ce qui se passe, des forces en présence, de ce qui se passe, et surtout qu'on parle après de cette armée européenne, de ce vieux serpent de mer, qu'on refasse peut-être une histoire sur cela. Mais avant de parler de l'armée, essayons de voir un peu aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe d'après vous? Bah, aujourd'hui, on est partie prenante dans un conflit dans lequel je peine à voir l'intérêt national français. Vraiment, je peine à le voir. Les financements pour l'Ukraine sont prioritaires par rapport au financement des services publics français. Donc là, j'avoue que je suis assez dubitatif là-dessus. Quand sur le plan économique et sur le plan des finances publiques, on est dans une situation absolument catastrophique, mais on trouve des dizaines de milliards à donner à un pays dans lequel on n'a strictement aucun intérêt. On ne fait pas de la politique avec des bons sentiments, on fait de la politique avec des intérêts. L'intérêt national, je ne le vois pas. En plus, le gouvernement se permet de donner des équipements sur les dotations de l'armée française, équipements qui ne sont pas remplacés. Donc on dégarnit l'armée française, c'est normalement interdit par la loi en France. Et tout cet argent qui est donné à l'Ukraine et ces matériels qui sont donnés à l'Ukraine, normalement, ça doit passer par un vote du Parlement. Il n'y a eu aucun vote du Parlement. En fait, le gouvernement est en roue libre. On est dans un pays qui est, je dirais, un pays de despotisme éclairé, dans lequel le Parlement est une instance pour information, comme il l'est d'ailleurs pour information au niveau européen, Parlement qui ne sert à rien. Le plus choquant, c'est que finalement, les parlementaires eux-mêmes ne protestent pas du fait qu'ils sont systématiquement dépassés par le gouvernement qui en prend à son aise comme il veut, sans leur demander leur avis, alors qu'il est normalement contraint par la Constitution de le faire. Donc là, j'ai constaté en 99 l'illégalité des bombardements de la Serbie par l'OTAN, puisqu'il n'y avait pas de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, il n'y avait pas de mandat, il n'y avait rien du tout, donc c'était totalement illégal. Et là, aujourd'hui, je vois que l'illégalité du gouvernement qui donne des moyens financiers qui manquent au pays et des armements qui manquent au pays, qui les donne à une puissance étrangère en toute illégalité, mais tout va bien et ça choque personne. Et dans les grands médias, on dit que c'est très très bien. Et on trouve des généraux pour dire que c'est parfait, que c'est formidable. Mais personne ne répond à la question qui tue, la question pourquoi. Pourquoi est-ce que la France a intérêt à faire cela? Alors l'intérêt, moi je le vois, mais ce n'est pas l'intérêt français. L'intérêt, c'est en fait de dissoudre les nations européennes pour réaliser un État européen, un empire. Un empire unique. Alors, on parle d'État fédéral. L'État fédéral, ça me fait doucement rigoler en tant que juriste, parce que je dirais que les États-Unis, qui sont un véritable État fédéral, les États fédérés ont plus de liberté législative au sein des États-Unis que les États de l'Europe actuelle, de l'Union européenne actuelle.
qui sont beaucoup plus contraints parce qu'à part dans le domaine de la réglementation fiscale et sociale, ben dans tout le reste, c'est une réglementation monolithique qui est la même pour tout le monde. Donc là, c'est même pas du fédéral, je dirais, c'est de l'impérial. Alors, et, attends, juste une petite chose pour clôturer, on va dire, ce chapitre sur ce qu'on voit sur les plateaux télé et sur les actions qui sont menées en France. On a deux personnes qui ont, on va dire, quelque part dit oui à la paix, non à la guerre. Le sénateur Alain Houpert qui s'est élevé parce que vous parliez des dépenses. Donc, je rappelle juste quelques chiffres, 3 et quelques milliards cette année pour l'Ukraine, 40 et quelques milliards au total sur la période. C'est peut-être plus, c'est proche de 50 aujourd'hui. Mais en tout cas, ce sont des chiffres qui sont gigantesques quand on voit qu'on n'a pas de budget. Donc, vous avez le sénateur Alain Houpert qui s'était inquiété justement de fait que l'accord franco-ukrainien n'a pas été signé, n'a pas été soumis au gouvernement. Il y a le Paul Pellizzari, un général qui a été radié, qui avait déposé une plainte contre le ministre des armées, ministre de la Défense, qui est aujourd'hui Premier ministre, Monsieur Lecornu, et qui s'est fait radier des cadres. Quand vous voyez en fait compte le traitement qui est réservé à ces personnalités qui s'opposent, en essayant d'utiliser le droit, puisque aujourd'hui vous êtes docteur en droit, est-ce qu'en plus vous vous posez des questions sur la notion de justice? Je me pose plutôt des questions sur la notion d'état de droit qu'on nous resserre en permanence et qui, pour moi, est une histoire pour endormir les enfants, parce que l'état de droit, quand ça arrange le pouvoir, on nous le brandit comme un hochet ou comme un totem, mais quand ça les dérange, ils n'hésitent pas à passer à côté, hein. Et malheur à celui qui s'oppose. Alors moi, j'ai de la chance parce que je ne suis pas général, je suis petit personnel, hein, donc je ne suis pas soumis au devoir de réserve jusqu'à ma mort. Donc j'en profite pour dire ce que je pense, mais voilà quoi. Ouais. Alors, pour revenir un peu sur ces décisions européennes, ces États fédéraux, on a vu Ursula von der Leyen avec le plan ReArm qui a très rapidement changé de nom, quelques 800 milliards soutenus par Emmanuel Macron avec un projet éventuellement de mutualisation de notre parapluie nucléaire, alors que bien sûr il y a un traité de non-prolifération qu'on violerait. Donc encore une fois, un possible arrangement avec les réglementations. Alors quand vous voyez cet élément-là, j'imagine que vous avez de nombreuses choses à dire. Mais j'aimerais avoir un peu l'historique de ce serpent de mer, de cette création, de cette armée européenne, de sa volonté d'avoir cette armée européenne. Parce que quand on vous écoute et qu'on voit que les Allemands, les Italiens, les Hollandais sont partis de la zone de front où vous étiez, on voit bien qu'il va y avoir un conflit entre nations, puisqu'il n'y a pas de nation européenne. On va avoir un conflit. J'aimerais avoir justement votre point de vue sur ce sujet. Alors, cette affaire d'armée européenne, on peut voir déjà strictement l'armée européenne dans l'esprit de ce qu'on appelle les pères de l'Europe, là. Et puis après en histoire longue. Alors d'abord, sur le plan de cette fameuse construction européenne, on a eu, sous impulsion des États-Unis, en 1950, un truc qui s'appelait la CED, la Communauté européenne de défense. Et ça a été jusqu'à la signature d'un traité. Le traité a été signé et qui instaurait une armée européenne. Et en 1954, ce projet est tombé à l'eau parce que le traité a été soumis à ratification du Parlement français et les députés ont voté contre. Alors, qui a voté contre ? En totalité, les gaullistes et les communistes, qui ont renouvelé leur action de la résistance. Hein, je dirais, on a retrouvé les mêmes que ceux de la résistance. Et les autres partis, les centristes ont tous voté pour. Les socialistes, il y a la moitié qui a voté pour, la moitié qui a voté contre. Les démocrates chrétiens centristes, eux, ils étaient pour, hein, bien sûr. Hein, ça change pas, on a les mêmes aujourd'hui. Donc, comme ça a été refusé, c'est tombé à l'eau. Et la deuxième option, le plan B des Américains, c'était la renaissance de l'armée allemande. Donc la Bundeswehr est née à ce moment-là, et renée à ce moment-là. Et ils sont allés chercher
les anciens de la Deuxième Guerre mondiale pour refaire une armée allemande. Et du reste, on a retrouvé dans les structures de l'OTAN de nombreux officiers et généraux allemands de la Deuxième Guerre mondiale qui ont eu des postes très importants dans les structures de l'OTAN et qui ont façonné les doctrines militaires de l'OTAN sur la base des doctrines de la Wehrmacht, notamment en Russie. Alors ça, je dirais, c'est l'idée récente. Hein. L'idée, c'est un ensemble étatique européen va permettre d'avoir une armée européenne va permettre d'avoir un ensemble étatique européen, enfin, mais c'est un peu l'œuf et la poule, hein, qui sera le premier, je ne sais pas, avec une structure États-Unis d'Europe, une structure fédérale en appellation, mais impériale en réalité et centralisée en réalité. Alors l'histoire de l'Europe, en fait, sur la longue période, c'est une histoire constante d'opposition entre les nations et l'Empire. Alors les nations se sont fait jour petit à petit en Europe. La plus ancienne, c'est la nation française, mais par exemple, la nation allemande, la nation italienne sont des constructions très récentes, hein, qui datent du 19e siècle. Mais il y a eu cette opposition avec des poussées impériales régulières. Alors le premier empire le plus connu, c'est celui de Charlemagne, bien entendu, qui n'a pas survécu à son créateur. Et vers l'an 1000, il y a eu une première poussée supranationale, c'était le pape qui a commandité la première croisade. Et cette première croisade, c'était une armée européenne, en fait, et le pape qui s'érigeait en autorité supranationale au-dessus des monarchies locales. Bon, ça n'a pas forcément très bien fini. Ensuite, il y a eu le Saint-Empire romain germanique qui a duré bien un millénaire. Hein. Le dernier avatar du Saint-Empire romain germanique, c'était l'Empire austro-hongrois, qui n'a pas survécu à la Première Guerre mondiale et qui a été démantelé avec les traités de Saint-Germain en 1920. Le Saint-Empire romain germanique qui comprenait une grande partie de l'Est de l'Europe et des pays tels que l'Espagne, les Pays-Bas et l'actuelle Belgique. Autre grande armée européenne, l'armée de Napoléon, notamment celle qui a envahi la Russie. La grande armée de Napoléon qui a envahi la Russie, ce n'était pas une armée que française. Dedans, il y avait de nombreux ressortissants de ce qu'on appelle l'Allemagne aujourd'hui, d'États allemands, des Bavarois, des Wurtembergeois et autres. Il y avait des Hollandais, il y avait des Polonais, il y avait des Italiens. Donc, c'était une armée européenne, la grande armée. Donc, on sait comment ça s'est terminé, hein, ça a mal fini. Ils ont été digérés par la Russie et par l'hiver russe. Ça, c'est la Bérésina, hein, ça en est devenu un terme presque générique. Autre armée européenne pour la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, surtout à partir de 1942-43, quand ça a commencé à basculer, 43 avec Stalingrad et autres, les Allemands avaient besoin de plus en plus d'hommes. Donc, on commençait à réorienter leur pan-germanisme vers un pan-européisme. Et il y a une armée européenne qui a été constituée, qui était la Waffen-SS, qui a eu jusqu'à 1 million d'hommes et qui avait 20 nationalités dedans. Et principalement des nationalités, alors au début c'était des Allemands, après c'était ce qu'ils appelaient des Volksdeutsche, c'est-à-dire des Allemands qui habitaient dans des pays étrangers, des Allemands de Tchécoslovaquie, des Allemands de Pologne et autres. Et puis après, ils ont pris les Baltes, par exemple, Lettonie, Estonie, Lituanie, ont fourni de très très gros contingents à la Waffen-SS. Même aujourd'hui encore, il y a des prises d'armes commémoratives qui honorent dans ces pays-là, qui honorent des anciens qui en fait étaient dans la Waffen-SS. Alors on ne le dit pas trop au niveau européen parce que ça fait pas très bien, mais c'est une réalité. En Ukraine notamment, l'Ukraine de l'Ouest, dont une partie était polonaise jusqu'en 1945, hein, la région de Lviv, qui s'appelait Lvov à l'époque, et qui s'appelait Lemberg autrefois, qui était en Autriche-Hongrie, après passé en Pologne, et est devenue URSS Ukraine
en 1945, récupérés par Staline. Bon, bah, ces gens-là ont fourni de gros contingents à la Waffen-SS, et pas qu'à la Waffen-SS, à des unités un peu moins militaires, un peu plus policières, hein, notamment les unités de la Shoah par balle, les Einsatzgruppen qui ont massacré les Juifs sur le territoire ukrainien. Bon, donc ça c'était encore une armée européenne, bon, qui a mal fini aussi. À l'époque, moi j'ai vu dans des bouquins sur l'époque, il y avait une affiche qui montrait, une affiche dessinée qui montrait des SS en train de défiler, et c'était une affiche de propagande pour le recrutement dans la SS française, et c'était marqué avec tes camarades européens sous le signe SS tu vaincras. Bon bah voilà quoi, hein, c'était l'Europe. Et puis la dernière armée européenne qui existe aujourd'hui, bah, c'est l'OTAN. L'OTAN, c'est une armée européenne qui est sous direction états-unienne, mais c'est une armée européenne, puisque la plupart des pays européens font partie de l'OTAN, à quelques exceptions près. Alors j'ai l'Autriche comme exception qui me vient à l'esprit. Je me demande si ce n'est pas les seuls. Quasiment tous les autres y sont, hein, puisque la Finlande et la Suède viennent de rejoindre. Et du reste, ça me permet de venir dans le juridique. Hein, dans le juridique. Avant qu'on aille dans le juridique, donc c'est important en fait que on se rende compte que ce serpent existe depuis très longtemps. Là, cette historique avec ces exemples que vous avez donnés est vraiment important parce que on parle peu, on va dire, de ces expériences. Encore une fois, ça c'est la réalité du terrain. Donc la réalité du terrain fait qu'il y a eu énormément d'échecs. Et bien sûr, donc c'est intéressant de regarder avec tous les traités de l'Union européenne, tous ces traités, comment aujourd'hui on essaye de construire. Mais quand vous voyez par exemple quelqu'un comme Emmanuel Macron parler de la mutualisation de l'arme nucléaire, ou quand vous voyez Ursula von der Leyen parler de cette armée européenne, vous vous posez la question en tant que juriste, ou vous vous rappelez, on va dire, de votre passé de militaire en se disant j'ai été sur le terrain, j'ai vu ce qui s'est passé, comment vont-ils résoudre tous ces problèmes? Alors, moi, j'en parle en tant que militaire, je vais vite évacuer la question. En tant que militaire, pour moi, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera pas. Tout ça, c'est parce que dans ce que vous nous avez dit, c'est au moment où il va falloir payer le prix du sang ou payer le prix de l'argent, il va y avoir des conflits qui vont revenir à des nationaux. C'est-à-dire que pour que ça marche, il faut désigner un ennemi, d'où la propagande pour désigner un ennemi. Alors, les ennemis, il y avait deux ennemis possibles, hein, pour l'Europe. Pour faire l'Europe, comme ils disent, il y a deux ennemis possibles, il y a l'islam et il y a la Russie. Alors l'islam, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de musulmans sur le territoire européen, et puis c'est pas très politiquement correct. Donc c'est quelque chose de instaurer l'islam en tant qu'ennemi de l'Europe, c'est vraiment c'est pas prudent, quoi, hein, c'est pas prudent. Presque, on va dire. Et ça risque de leur péter au nez à tout moment. Donc, mettre la Russie en tant qu'ennemi, bah, c'est bien, c'est facile parce qu'ils sont loin. Et puis, c'est manifestement, on voit depuis le début, c'est un acteur rationnel, prudent et patient. Donc, on peut faire des provocations et de la propagande en toute liberté parce que finalement, bah, il ne se passera rien. Mais là, on fait un ennemi, on fait peur aux gens, et en faisant peur aux gens, on va pouvoir avancer le projet. Donc ça, je dirais que c'est l'idée générale, enfin c'est mon interprétation de l'idée générale. Alors sur le plan juridique, il y a le formel, c'est les traités, et l'informel, c'est l'action de Madame von der Leyen. Alors le formel, dans les traités, les traités, ils sont très circonspect, on est dans la déclaration d'intention, c'est-à-dire que dans le traité de l'Union européenne, traité de Lisbonne, il y a deux traités, hein, pour les traités actuels, il y a le traité de l'Union européenne et le traité de fonctionnement de l'Union européenne. C'est le traité de Lisbonne, en fait, c'est deux traités. Alors le TUE dit que la politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union. Donc on est dans le progressif. Alors là, je cite, je l'ai sous les yeux. Elle conduira à une défense commune dès lors que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. Donc on voit, c'est quand même
c'est quand même, on est dans la déclaration d'intention et une politique des petits pas, qui est le système européen depuis le début. Alors, dans la pratique, ça veut dire quoi? D'abord, le Conseil européen, c'est le seul qui est compétent pour en décider. Et c'est la règle de l'unanimité. Donc, on voit que la Commission européenne n'a absolument aucun rôle effectif dedans. Dans la pratique, les moyens restent toujours nationaux, comme c'est le cas d'ailleurs dans l'OTAN. Les moyens sont nationaux. L'OTAN, c'est une armée mexicaine, hein, c'est une armée d'officiers, l'OTAN, c'est une armée d'état-major. Mais les troupes sur le terrain, ce sont toujours des troupes nationales. Alors, on peut avoir des troupes binationales, comme la tentative qui a été faite avec la brigade franco-allemande. Bon, la brigade franco-allemande, moi, je ne l'ai pas servi dedans. J'ai des camarades qui y sont allés. C'est quand même quelque chose que je pense assez folklorique. Alors, j'ai eu des retours différents selon les camarades. J'ai des camarades qui ont eu une expérience très positive de leur service à la brigade franco-allemande, qui en étaient très contents. Bon, moi, mon expérience multinationale, j'ai toujours été très content sur le plan humain de cette expérience. Hein. C'est vraiment très enrichissant, très, très, très bien. J'en ai d'autres qui ont eu des réflexions beaucoup plus mitigées et qui en sont revenus avec une certaine acrimonie à l'égard des Allemands. Apparemment, ça s'était pas très bien passé pour eux. Donc, bon, voilà. Donc, les moyens sont des moyens nationaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le plan européen dans le domaine militaire? Il y a eu des projets industriels communs avec plus ou moins de succès selon les projets. En général, les projets qui ont bien marché, ce sont des projets qui sont plutôt au niveau bilatéral ou trilatéral. C'est-à-dire que des projets pour lesquels on n'a pas besoin d'Union européenne ou de Commission européenne, des projets qu'on peut faire entre pays. On n'aurait pas de structure européenne supranationale, ça marcherait très bien, on serait capable de le faire. Par exemple, l'avion Transal qui a servi pendant des années. Moi, j'ai fait mon premier saut de Transal, j'avais 18 ans, j'ai fait mon dernier saut de Transal, j'avais 42 ans, et j'aurais pu en faire depuis, mais comme j'avais quitté l'armée, c'était terminé. Et le Transal, il était retiré du service l'année dernière. Ça, c'est un grand succès. Par contre, il y a un gros échec, c'est le projet d'avion de chasse futur, le SCAF, où là, finalement, ça a complètement foiré, quoi. Alors, il y a des structures communes. On pourrait quand même reparler aussi de l'Eurofighter et du Rafale, on va dire, qui a démontré quelque part la désunion au sein de l'Union, quoi. Oui, avec le Rafale qui est d'un niveau technique bien supérieur à l'Eurofighter. Alors, le côté normatif européen a entraîné un avion qui est inférieur, et c'est pour ça, on va dire, que la France n'a pas souhaité participer à ce projet. L'Europe, c'est l'empire de la norme. Hein, c'est l'empire de la norme. L'Europe est puissante par la complexité de son administration. Il y a des structures, justement, l'Europe, elle aime bien l'administration, elle aime bien la bureaucratie, donc elle a fabriqué dans le domaine de la défense, elle a fabriqué des structures communes, 3 agences et un état-major permanent. Alors, 3 agences, il y a l'Agence européenne de défense, le Centre satellitaire de l'Union européenne et l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. Bon, c'est des comités théodules, en fait, ces choses-là. Il y a un état-major permanent qui sert à conseiller et à planifier. Et puis, il y a des opérations, qui peuvent être déclenchées. Il y a eu une opération en Afrique qui était au Tchad, début des années 2000. Il y a 2 opérations en Yougoslavie qui, je crois, continuent toujours. Il y a Altea qui est en Bosnie, qui a pris la suite de l'OTAN, de la SFOR, mais qui est en fait sous la direction de l'OTAN. C'est-à-dire que c'est une force européenne, mais au-dessus, c'est l'OTAN qui coordonne. Et puis, il y a une force Eulex Kosovo, au Kosovo, qui est une force pour la mise en place de l'état de droit. Alors, on retrouve les grandes déclarations qui sont quasi religieuses dans le domaine. Alors, l'accélération actuelle, là, on est dans l'informel. C'est le plan Réarmer Europe, où l'inévitable Ursula von der Leyen a trouvé un nouveau champ pour dépasser son mandat et ses compétences et obtenir de nouveaux pouvoirs, hein, comme elle l'a fait dans le domaine de la santé avec
avec l'affaire des vaccins, des contrats, etc. Bon, ben là, politique, c'est même plus des petits pas, là, c'est des grands pas pour s'arroger de nouvelles compétences qui ne sont pas dans les traités, mais dans l'indifférence complète des États membres. Il y a quand même le chancelier allemand qui l'a rappelé à l'ordre en disant que, je ne sais pas si c'est lui ou son ministre de la Défense, qui l'a rappelé à l'ordre en disant qu'elle devait se limiter à son rôle et que ce n'était pas à elle de dire que l'Europe allait envoyer des soldats sur le territoire ukrainien. Mais bon, donc elle s'est arrogée des compétences sans avoir les crédits, sans avoir la légitimité. Et nous, dans les médias en France, quand vous voyez les commentaires, on dit quoi en fait? Qu'est-ce qu'en disent les gens? On ne dit rien, on est encore dans l'illégalité une fois de plus, mais on ne dit rien parce que pour la pensée dominante, c'est pour la bonne cause, donc on ne dit rien parce que c'est pour la bonne cause. Tout ça, c'est parce qu'on a identifié la Russie comme étant l'ennemi. Parce que c'est l'ennemi. Et le fait que la Russie soit l'ennemi, ça va permettre de faire l'Europe. Et c'est comme dans l'affaire des contrats vaccins. Moi, je me souviens, la directrice de la santé de la Commission européenne, qui est une femme de nationalité italienne, qui n'a absolument aucune compétence dans le domaine médical ou scientifique, puisque c'est une interprète à la base de formation, qui disait que quand on lui reprochait ils étaient hors traité et hors la loi pour tout ce qui était leur politique vaccinale, et elle disait mais je sais, du reste mes juristes me disent vous n'avez pas le droit de faire ceci, vous n'avez pas le droit de faire cela, mais moi je m'en fiche, je le fais quand même parce que c'est comme ça qu'on fait avancer l'Europe. Bon, c'est ça la mentalité. Alors c'est l'état de droit pour les autres, mais pour obtenir son but, la fin justifie les moyens et tous les moyens sont bons pour y aller. Et alors la réalité dans le domaine militaire, au bout du compte, c'est l'achat d'armes américaines dont l'emploi est subordonné à l'autorisation de Washington. Donc bon, c'est très intéressant. Et c'est pour ça qu'on retrouve Ursula von der Leyen à Washington pour négocier, on va dire, pour le compte de l'Europe quelque part. En fait, négocier pour le compte de l'Europe, mais négocier en n'obtenant rien en contrepartie. Donc une négociation, moi dans ma deuxième carrière, ma carrière civile, j'ai appris la négociation, notamment la négociation commerciale. Et une négociation, il y a toujours une contrepartie à quelque chose qui est concédé. Or là, il y a eu une négociation sans contrepartie. Moi, j'appelle pas ça une négociation, j'appelle ça une soumission, j'appelle ça une colonisation. C'est une soumission totale à l'empire américain. Où finalement les États européens sont des États vassaux, des quasi-colonies ou des protectorats, on appellera ça comme on voudra, mais en aucun cas des États libres. Donc voilà où mène l'abandon de la souveraineté de la nation à un machin supranational qui en fait n'œuvre pas pour le bien de tous. Alors Olivier, quand on vous entend et qu'on regarde la première partie avec le réalisme du terrain, la deuxième partie avec, on va dire, l'irréalisme ou les inconsidérations des traités, où on s'arrange allègrement avec les traités, avec la loi, quand on est politique, au nom d'un projet de l'Union européenne qui n'est pas voulu, on le rappelle, par les Français, puisque le traité de Lisbonne a été objet d'un référendum sur lequel on s'est opposé, et pourtant on a avancé. Quand on voit qu'on avance contre l'intérêt des populations, est-ce que c'est un petit peu la même chose que quand la technocratie vous donne un ordre et que vous, en tant que soldat, vous êtes sur le terrain et vous dites « Ah, mais il y a une totale déconnexion entre les deux ». Alors oui, c'est sûr. Moi, j'avais vu une chose déjà quand j'étais à Koumanovo, là, donc au moment de l'affaire du bombardement de l'OTAN, on arrivait à recevoir par satellite, le journal de 20 heures. Et je voyais déjà une césure entre ce que l'on savait qui arrivait réellement sur le terrain et le journal de 20 heures. J'avais l'impression que c'était deux mondes différents. C'était
il y avait un monde réel et un monde virtuel. Bon, bah là, c'est un peu la même chose aujourd'hui. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe en Ukraine ou autre, hein, puisqu'on a des sons de cloche qui sont variés, mais je n'ai personnellement aucune confiance dans le discours officiel des médias, par expérience, parce que comme ils mentaient à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi ils mentiraient pas aujourd'hui, dans la mesure où il y a des projets à concrétiser et que tout ce qui va dans le sens du projet est bon. Donc voilà. Alors, est-ce que cette technocratie, si on mettait en place une armée européenne, bah, ça pérenniserait la situation que j'ai vécue en Yougoslavie? Alors, les OPEX de maintien de la paix en multinationale, bah, tant qu'il ne se passe rien et qu'il s'agit uniquement de faire de la présence, bah, le multinational, c'est très bien, hein, c'est super sympa, il n'y a pas de problème, quoi, hein, ça se passe bien. Mais il n'y a pas de combat. À partir du moment où il y a des combats, là, c'est différent. Je ne sais pas ce que ça donnerait. Je ne sais vraiment pas ce que ça donnerait. Alors, est-ce qu'on serait prêt à mourir pour un empire européen technocratique qui sortirait de la tranchée pour von der Leyen ou même pour Macron? Bah, pas moi. Pas moi. Et je dirais, je suis content aujourd'hui de ne plus pour me retrouver dans des situations comme ça, et je plains beaucoup mes camarades qui sont dans l'armée maintenant et qui peuvent se retrouver face à des situations comme ça impossibles. Et je dirais que en fait, ce qui sauve le militaire, c'est la camaraderie avec les copains sur place, et on pense uniquement à l'unité, aux camarades, et on n'essaye pas de réfléchir plus loin, parce que sinon ça peut devenir vraiment très très difficile, quoi. Alors Olivier Faux, quand vous parlez, on va dire, de cette différence entre ce que vous voyez dans les médias et ce que vous lisez ce que vous voyez sur le terrain, aujourd'hui, enfin hier, il y a Google aux États-Unis qui a reconnu avoir effectué de la censure politique. On était la censure pour des gens qui étaient des opposants à Biden, pour des gens qui s'opposaient à la politique sanitaire. Mais on pourrait envisager de voir qu'il y a une censure militaire pour des gens qui s'opposent, par exemple, au Russiagate ou à ces réalités. Est-ce que vous pensez qu'on est prêt à mourir sur les réseaux sociaux, par exemple, pour l'Empire européen, mais quand il va s'agir d'aller sur le terrain, c'est-à-dire vraiment de mettre son sang, de redonner son sang? Donc aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une forme de deuxième vie où on a une vie sur les réseaux sociaux, on a une vie sociétale, politico-médiatique, où on est prêt à jouer avec la vie réelle des gens, parce qu'ils sont, on va dire, des éléments dont on peut librement disposer, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment un problème métaphysique et un problème réel. Ah bah ça, c'est le grand classique, hein, c'est en avant vous autres, armons-nous et partez, où c'est comme un philosophe entre guillemets bien connu et très très médiatique, à qui on reprochait avec ses grandes envolées bellicistes. On lui disait, mais il y en a un qui lui avait dit, mais pourquoi vous n'iriez pas là, vous engager, là vous allez en Ukraine directement sur le terrain, il demande que ça, il demande des hommes, donc allez-y. Et cet individu avait répondu que, alors je ne nommerai pas son nom par charité, mais tout le monde le reconnaîtra, avait répondu qu'il se sentait plus efficace et plus utile avec un stylo qu'avec une mitraillette. Une mitraillette. Alors, mitraillette, déjà, dans l'armée, on ne sait pas ce que c'est une mitraillette. Ça n'existe pas, hein. Il y a pistolet mitrailleur, il y a fusil mitrailleur, mais la mitraillette, ça, c'est pour les enfants. Donc, voilà. C'est pas sérieux. Ces gens-là, ils n'ont même pas fait de service militaire, ils n'ont même pas fait une marche de nuit avec un sac de 30 kilos sur le dos. Ils n'ont pas eu froid sur le terrain, ils n'ont pas eu faim, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, c'est facile de parler en théorie comme ça. C'est pareil, quand vous voyez des ruines fumantes à la télévision, au cinéma, quand on voit les ruines de Gaza et tout, c'est épouvantable. Mais quand on le voit en vrai, c'est bien différent de ce que l'on voit à la télévision. Même si la télévision, c'est réaliste, on peut avoir sur grand écran en 4K tout ce qu'on veut, mais c'est pas pareil que quand on est physiquement au milieu et qu'on le voit, quoi. Donc ces gens-là ne sont pas sérieux, et ils savent très bien que c'est pas eux qui iront. J'avais vu une interview de von der Leyen où quelqu'un lui posait la question:
s'il y avait la guerre, est-ce que ses enfants iraient sur le terrain? Elle a répondu avec un éclat de rire, elle dit certainement pas. Il faut quand même le faire, quoi. Alors, ces gens-là sont prêts à envoyer les gueux se faire trouer la peau, mais eux et leurs enfants, il n'en est pas question, quoi. Non, c'est pas sérieux, je dirais même que c'est assez révoltant. Olivier Faux, c'est incroyable justement de parler de tous ces sujets. Donc, en fait, la révolte que l'on peut avoir au travers des décisions qui sont prises par une institution supérieure qui peut librement disposer des citoyens sans même avoir une nation, on va dire, unie. Mais quand on vous entend, on voit bien la différence entre les salons des ministères et puis ce qui va se passer sur le terrain. Quand vous regardez tout ça en prenant un peu de recul, quand vous discutez ça avec vos collègues, quelle est la leçon que vous en tirez quand vous allez à vos réunions d'anciens de Saint-Cyr? En fait, est-ce que aujourd'hui tout le monde se rend compte qu'il y a une totale déconnexion entre la réalité de terrain, la guerre de terrain, la guerre sur les réseaux sociaux, la guerre de l'information? C'est assez délicat, c'est-à-dire que entre anciens, je dirais que il y a deux catégories. Il y a des gens qui sont dans le déni, je dirais c'est la majorité. La majorité sont dans le déni, d'après ce que moi j'ai constaté, hein, ils sont dans le déni et ils ne veulent pas reconnaître que les institutions leur mentent. Parce qu'en fait, ça remet en cause leurs convictions profondes. Donc, on ne veut pas voir et donc on ne se pose pas la question. Et puis, il y en a d'autres, comme moi, qui sont révoltés et qui ne comprennent pas et qui voilà. Donc je dirais que c'est un peu ça. L'armée est à l'image de la nation, hein, elle est le reflet exact de la nation, donc on va avoir les mêmes comportements. Et donc il y a beaucoup sont dans le déni et ne veulent pas savoir et ne vont pas aller plus loin que l'apparence des choses, parce que ce qu'il y a derrière, ça leur fait peur, donc ils préfèrent ne pas savoir. Bon, et puis il y en a d'autres qui sont carrément dans le système parce que ça les arrange personnellement, hein. Des carriéristes, il y en a beaucoup, et je dirais que certains, ils sont arrivés à ce niveau-là, au niveau où ils ont été, c'est justement parce qu'ils n'ont pas hésité à aller dans ce sens-là, parce que ça correspondait à leur intérêt personnel. Olivier Pro, merci beaucoup pour cet entretien. C'est habituellement chez François, on donne le mot de la fin. Si jamais vous avez d'autres éléments à ajouter ou des anecdotes à partager, libre à vous de nous rajouter ces éléments. Moi, je trouve que c'est passionnant. C'est très important de partager la réalité du terrain et justement votre capacité analytique et l'analyse historique de regarder ce qui s'est passé, parce que comme ça, on apprend. Mais voilà, j'espère que ça intéressera les lecteurs qui soutiennent François au travers de leurs dons. Donc, continuez à nous soutenir. Olivier Fro, je vous laisse le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, je citerai un de mes grands anciens de Saint-Cyr, de la promo de 25 ans avant la mienne, qui a terminé comme général avec beaucoup d'étoiles, et qui a un passé opérationnel assez important, hein, puisque il a commencé avec l'Algérie, il a terminé avec la Yougoslavie. Il nous avait dit l'enseignement politique dont il faut se souvenir et que le pouvoir ne devrait pas mentir, surtout à ses soldats. On ne joue pas avec l'armée pour faire de la politique. Et un mot de la fin qui est tout à fait approprié. On espère que les hommes politiques l'entendront, que les militaires l'entendront quand il s'agit justement de faire le budget ou d'envoyer ou de prendre des décisions à ce sujet. C'est important parce que le mensonge s'est quand même largement invité dans les médias, en politique, au cours des dernières années. Donc, comme vous êtes en train de le dire, on doit quelque part la vérité aux soldats qui vont donner leur sang pour la nation. Merci beaucoup, Olivier Fro, de cet entretien. Merci à vous tous de nous soutenir. Chez François, on le rappelle, c'est grâce aux lecteurs qu'on est là, c'est grâce aux dons, nous n'avons pas d'aide de l'État. On essaie de vous amener toujours cette information libre et éclairée et éclairante, en essayant de se poser les questions, d'avoir question à tout. On n'a pas forcément les réponses. Olivier Fro, ici, a eu la gentillesse de préparer cet entretien et il s'est bien préparé
pour répondre au challenge, on va dire, tant du réalisme sur le terrain que de l'analyse, on va dire, des traités juridiques tels qu'on peut le voir, qui sont complexes et normatifs. En tout cas, merci beaucoup, Olivier Faux, d'avoir pris le temps de nous parler. À très bientôt sur France Soir et bonne journée. Merci beaucoup.